Look! What is that? Run! Il y a ce lac où mon frère et moi avions l'habitude de pêcher. Nous utilisions des appâts vivants, généralement des grillons ou des vers, et attrapions une tonne de crapets. Ces premiers souvenirs sont la raison pour laquelle j'ai été un pêcheur passionné la majeure partie de ma vie. Le lac n'était pas populaire. La plupart des habitants le trouvaient peu pratique et inaccessible, à moins d'être prêts à randonner à travers les bois, ce que nous étions toujours prêts à faire. L'isolement était l'une de mes choses préférées à ce sujet. Tout le monde sait que la meilleure pêche en lac se fait pendant les périodes de faible luminosité, tôt le matin ou en fin de soirée. Mon frère et moi avions développé cette habitude de sortir plus tard dans la journée et de rester jusqu'à la nuit. C'était notre substitut à ce que la plupart des lycéens faisaient les soirs de week-end. C'était un vendredi soir, et tout se passait comme prévu. Nous avons atteint le lac alors que le soleil commençait à se coucher. Nous nous sommes positionnés au bord sur cette petite formation rocheuse qui constituait une surface confortable pour nous et notre équipement. Nous l'avions fait des centaines de fois. Pendant que nous pêchions, quelque chose a attiré mon attention de l'autre côté du lac. Il y avait du mouvement dans l'eau, et vu l'ampleur des ondulations, j'étais surpris que ça m'ait pris si longtemps pour le remarquer. Je l'ai signalé à JJ et nous avons plissé les yeux avec confusion. Le lac était assez grand, et avec la faible visibilité, on ne pouvait pas voir parfaitement clairement de l'autre côté. Puis quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais attendu. Une masse sombre a commencé à s'élever hors de l'eau, là où se trouvaient les ondulations. Alors qu'elle émergeait, mon hypothèse qu'il s'agissait d'un énorme poisson a été immédiatement dissipée. C'était bien trop gros et bien trop droit. Il n'y avait qu'une seule explication. Je pense que mon frère et moi l'avons réalisé en même temps car je l'ai entendu jurer au moment où je l'ai fait. C'était une personne. Pensez à quel point c'est étrange. Non seulement il y avait une personne dans un lac relativement privé après le coucher du soleil, mais elle venait d'être submergée sous la surface pendant un bon moment. Sinon, nous l'aurions remarqué plus tôt. Ça a accéléré mon rythme cardiaque, et j'ai ressenti cette envie irrésistible de partir. Mon frère ne voulait pas, disant que nous venions juste d'arriver et que cette personne était trop loin pour nous affecter. J'ai pensé qu'il n'avait pas tort. Nous avons passé les minutes suivantes à les observer, essayant de rationaliser cette vision. Ils se balançaient d'avant en arrière de manière rythmique, presque hypnotique. Leurs mouvements n'étaient de pas saccadés mais parfaitement fluides, comme s'ils commandaient l'eau autour d'eux. Nos cannes à pêche gisaient là, négligées, pendant que nous gardions notre attention fixée sur cette étrange vision. Était-il possible qu'ils pêchent? Non, ça semblait ridicule. JJ a suggéré qu'ils profitaient peut-être d'une baignade nocturne, ce qui était plausible jusqu'à ce que j'effleure la surface de ma main et recule instantanément devant le froid. Il faudrait être psychopathe pour apprécier nager à cette température. Je suis sorti de ma transe et j'ai encouragé mon frère à faire de même. Mais quand je l'ai regardé, j'ai réalisé qu'il était soit beaucoup plus investi, soit beaucoup plus effrayé que moi. Peut-être les deux. Il restait assis là, immobile, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les yeux rivés sur le lac. Il ne tenait même plus sa canne à pêche. J'ai dit son nom plusieurs fois avant qu'il ne détourne finalement son regard. Reprenant instinctivement sa canne, il a dit « pardon » et nous avons essayé de reprendre la pêche. Après quelques minutes à lancer et rembobiner machinalement, JJ a tapé mon épaule et a dit « regarde ». J'ai regardé juste à temps pour voir cette personne se submerger à nouveau, disparaissant sous la surface. Je me suis retrouvé à fixer l'endroit, m'attendant à ce qu'elle réapparaisse d'une seconde à l'autre, mais elle ne l'a pas fait. Une minute est passée, puis une autre. JJ avait son téléphone sorti avec le chronomètre en marche, alors qu'il dépassait 2 minutes. J'étais de plus en plus étonné du temps qu'ils retenaient à leur souffle. JJ a théorisé que c'était peut-être quelqu'un en entraînement. J'ai presque ri à l'idée d'un plongeur olympique testant sa capacité pulmonaire dans un lac glacial au milieu de nulle part après le coucher du soleil. Soudain, la pensée n'était plus si drôle, et j'ai commencé à emballer. Mais JJ m'a retenu, disant qu'il voulait voir combien de temps ils pouvaient retenir leur souffle. Juste avant la marque des 3 minutes, j'ai remarqué des ondulations à nouveau, seulement cette fois beaucoup plus près.
à un cinquième de la distance au lieu de tout le chemin de l'autre côté. La réalisation que cette personne avait retenu son souffle pendant près de 3 minutes tout en nageant a suffi pour que j'élève la voix envers JG. Cette fois, il n'a pas argumenté, et nous nous sommes levés, nous préparant à partir. Mais nous ne pouvions pas partir tout de suite. La curiosité était trop forte. Nous avons regardé la personne commencer à émerger à nouveau. Et cette fois, nous pouvions la voir clairement. À ma grande surprise, c'était une femme. Elle avait de longs cheveux bruns et portait ce qui ressemblait à un maillot de bain vert foncé. Et il y avait une autre chose. Elle était plutôt belle. Elle ne semblait pas beaucoup plus âgée que nous, peut-être 1 an ou 2. Au moment où je l'ai vue, je me suis instantanément senti moins intimidé, moins effrayé. J'ai commencé à me demander si peut-être nous avions été trop hâtifs avec notre intention de partir. C'est elle qui a rompu le silence. Elle a affiché un sourire séduisant et a dit « salut », presque joueuse et coquette, comme si elle n'avait pas juste retenu son souffle pendant 3 minutes en nageant dans un lac glacial. Elle était définitivement une nageuse forte, c'était évident par la façon dont elle flottait, semblant aussi à l'aise dans l'eau que la plupart des gens le seraient sur Terre. J'étais stupéfait, trop perplexe pour parler, mais mon frère a lâché la question que je mourais d'envie de poser. Il lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle a penché la tête en arrière et a dit qu'elle nageait. Mon frère a dit « Eh bien oui, évidemment », puis a demandé si elle s'entraînait pour quelque chose. Elle nous a fait un autre sourire taquin et a dit quelque chose comme ça, puis a glissé plus près. Puis elle nous a demandé si nous voulions la rejoindre. Pure folie. J'ai parlé pour la première fois, lui demandant si elle était folle et lui disant que l'eau était glaciale. Elle a ri et nous a traités de salopes, puis a dit que nous nous habituerions vite à la température. Gigi a dit non, et elle a commencé à nous regarder fixement avec un doigt sur sa lèvre comme si elle réfléchissait. Je ne sais pas si c'était son attitude cavalière ou le regard glacial dans ses yeux, mais la sonnette d'alarme a commencé à retentir et j'étais à nouveau terrifié. Il y avait tellement de choses que je voulais lui demander. Qui était-elle? Était-elle seule? Depuis combien de temps était-elle là? Vivait-elle à proximité? Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai attrapé l'épaule de Gigi et j'ai dit à la jolie fille du lac que nous partions. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle commence à crier. Elle a hurlé « Non !» à plein poumon et j'ai trébuché en arrière sous le choc. Mon frère et moi nous sommes assurés de ne rien laisser derrière nous et avons commencé à fuir le lac. Elle a continué à crier après nous, nous criant de revenir et d'entrer dans l'eau. Comme si ce n'était pas assez horrifiant, elle s'est mise à hurler. Pas des mots, juste à hurler. Ça ressemblait à quelqu'un en train d'être poignardé. Je pouvais encore l'entendre au moment où nous étions à mi-chemin de la voiture. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle sorte et nous poursuive. Mais je ne sais pas si elle l'a jamais fait. Au moment où nous sommes arrivés à la voiture, JG avait déjà la police en ligne. Il leur a raconté ce qui s'était passé et même s'ils nous ont demandé de rester à proximité pour qu'ils puissent nous interroger, il leur a dit qu'il ne se sentait pas à l'aise de faire ça puis a raccroché. J'aurais probablement fait la même chose. C'est à quel point je voulais partir de là. Vous pourriez penser que l'expérience nous aurait découragés de continuer à pêcher là-bas, et ça l'a fait, mais seulement pendant un moment. Nous y sommes en fait retournés pas mal de fois. Pour les premières sorties, nous avons amené notre père. Il a fallu le convaincre pour qu'il nous croie, mais il l'a finalement fait. Il était curieux et voulait voir cette étrange fille lui-même, mais nous ne l'avons jamais revue. Pour autant que nous sachions, la police l'avait trouvée et s'était occupée d'elle comme ils avaient décidé de le faire. C'est devenu une sorte de blague partagée entre mon frère et moi. Ça en est arrivé à un point où chaque fois que nous pêchions ce lac, une petite partie de nous voulait la revoir. Mais maintenant que plus de temps s'est écoulé et que ce lac ne fait plus partie de ma vie, j'ai commencé à reconnaître l'étrangeté et l'horreur de tout cela. Elle était probablement juste malade mentalement. C'est l'explication sur laquelle j'ai finalement décidé. Mon frère a quelques théories intéressantes qui lui sont propres, mais je les trouve toutes idiotes et irréalistes. Quoi qu'il en soit, je doute que quelque chose d'aussi inexplicable et étrange que ce qui s'est passé cette nuit-là m'arrive à nouveau. Look! What is that? Run! Je m'appelle Jay, et la pêche est l'un des plus grands plaisirs de la vie.
Je saisis toutes les opportunités possibles pour aller sur l'eau, que ce soit un lac, une rivière ou les marais ici en Louisiane. C'est arrivé il y a environ 2 mois quand j'étais sorti avec mon ami Angel, qui est tout aussi obsédé par la pêche que moi. Nous avions décidé d'aller pêcher la truite mouchetée dans le marais, quelque chose que nous avions fait plein de fois auparavant. Les marais par ici sont assez peu profonds, alors nous avons pris mon kayak biplace comme toujours. C'était le début du printemps, donc il faisait encore assez froid dehors, et l'eau était encore plus froide. Mais on s'en fichait. Nous pagayions depuis environ 30 minutes quand nous avons trouvé un bon coin qui semblait prometteur. Le marais semblait complètement vide ce jour-là, aucun autre pêcheur dans les parages, ce qui était exactement comme nous aimions. On a ouvert quelques bières et on s'est mis direct à la pêche, profitant juste du calme et de la tranquillité. Nous pêchions depuis peut-être 1 heure quand Angel a ferré quelque chose de correct, du moins en apparence. Alors qu'il le ramenait, il s'est un peu trop excité et s'est penché sur le côté du kayak pour avoir un meilleur angle. J'ai su ce qui allait se passer la seconde d'avant, mais je n'ai pas pu parler à temps. Alors qu'il se penchait, j'ai regardé, impuissant, son téléphone glisser de la poche de sa veste et plonger dans l'eau boueuse. On peut dire qu'Angel était furieux. Il a dit qu'il avait une assurance qui couvrirait les dommages à son téléphone, mais pas s'il était complètement perdu. Il a dit que le remplacement coûterait plusieurs centaines de dollars qu'il n'avait pas, et je ne lui en voulais pas du tout. Je ne croule pas exactement sous l'argent moi-même. Je lui ai dit qu'on essaierait de le trouver, même si l'eau était si trouble qu'on ne voyait pas à plus de quelques centimètres de profondeur. Nous avons passé les 20 minutes suivantes dans cette même zone, utilisant nos pagaies pour essayer de sentir quelque chose de dur au fond. Mais c'était sans espoir. Le fond du marais n'était que boue et végétation, et même si nous avions tous les deux vu le téléphone tomber à l'eau, nous avons commencé à douter de l'endroit où nous devrions chercher. Finalement, j'ai dit à Angel qu'on n'allait pas le trouver et qu'on ferait mieux d'essayer de sauver ce qui restait de plaisir de la journée. Mais il a secoué la tête et a dit qu'il ne partirait pas sans ce téléphone. Avant que je puisse l'arrêter, Angel a commencé à enlever ses chaussures et son pantalon. Il a dit qu'il allait entrer dans le marais et essayer de chercher le téléphone avec ses pieds. Je me suis dit que ce n'était pas une si mauvaise idée, en fait. Au moins, c'était mieux que de tâtonner avec les pagaies. Au moment où Angel est entré dans l'eau, il a lâché une série de jurons sur le froid qu'il faisait. Cet endroit du marais était en fait plus profond que je ne l'avais prévu, environ 4 pieds et demi approx. 1,40, à en juger par l'endroit où l'eau arrivait sur le corps d'Angel. Mais il était déterminé, alors il a commencé à tâter avec ses pieds dans la zone où il pensait que son téléphone était tombé. Je regardais depuis le kayak, devenant de plus en plus impatient à chaque minute. L'eau était si froide que je savais qu'Angel ne pourrait pas y rester beaucoup plus longtemps, et j'espérais qu'il trouverait le téléphone rapidement ou qu'il abandonnerait et remonterait dans le kayak. Mais soudain, sorti de nulle part, Angel a crié et tout son corps a basculé vers l'avant. 1 seconde, il était debout dans l'eau, et la seconde suivante, il était complètement submergé. Au début, j'ai pensé qu'il avait peut-être glissé sur le fond boueux, ou peut-être qu'il avait vraiment trouvé son téléphone et avait plongé pour l'attraper. Mais après quelques secondes passées sans qu'Angel ne refasse surface, j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste commencé à arracher mes chaussures et ma veste, me préparant à sauter à sa suite. Avant que je puisse entrer dans l'eau, cependant, Angel a jailli du marais, couvert de la tête aux pieds de vase et de boue dégoûtante, et il me hurlait de foutre le camp d'ici aussi vite que possible. Je l'ai aidé à le hisser dans le kayak, et nous avons commencé à pagayer loin de cet endroit aussi vite que possible. Angel tremblait, et pas seulement à cause de l'eau froide, apparemment. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule vers l'eau, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose nous suive. Une fois que nous étions à une distance raisonnable, je lui ai demandé ce qui s'était passé là-dessous. Angel a dit que pendant qu'il cherchait le téléphone avec ses pieds, quelque chose lui avait attrapé la cheville et l'avait tiré sous l'eau. Il avait du mal à décrire ce qu'il avait senti. Il a dit que ce n'était pas exactement une main, mais ce n'était pas non plus un tentacule ou une rangée de dents, juste quelque chose qui s'est enroulé autour de sa cheville,
avec une force incroyable, selon Angel. Après avoir coulé, ce qu'il avait attrapé a essayé de l'entraîner loin de l'endroit où il pêchait. Il a dit qu'il s'était débattu de toutes ses forces, donnant des coups de pied et luttant, jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à se libérer de son emprise. Nous avons décidé d'arrêter pour la journée et sommes retournés à la rampe de mise à l'eau, bien qu'Angel n'ait pas retrouvé son téléphone. Mais ce n'était clairement pas ce qui l'occupait. Pendant tout le trajet du retour, il a à peine dit un mot. J'ai continué d'essayer de le convaincre que c'était peut-être un gros poisson-chat ou un lépisosté osseux, alligator gar, qu'il avait attrapé, mais au final ce n'était pas moi qui l'avais senti. Donc je ne pouvais pas vraiment le convaincre de quoi que ce soit. Angel insistait sur le fait que ce qui l'avait attrapé ne ressemblait à aucun poisson ou animal qu'il ait jamais rencontré. Il était si perturbé et agité que j'ai honnêtement commencé à avoir peur moi-même. Je veux dire, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Mon esprit a commencé à divaguer et ça ne m'a mené nulle part de bon. Je pêche dans ces marais depuis des années et je n'ai jamais rien vécu de tel que ce qu'Angel a décrit. Même après avoir fait pas mal de recherches en ligne, je n'ai jamais pu trouver quoi que ce soit de concluant. Une partie de moi veut retourner à cet endroit pour voir si on pourrait découvrir ce qu'il y a là-dessous, mais je ne suis pas pressé de le faire de sitôt. Je dois dire que chaque fois que je suis retourné pêcher dans le marais depuis, j'ai ressenti ce sentiment de malaise qui ne devrait jamais accompagner quelque chose d'aussi agréable que la pêche. Cette histoire s'est passée il y a environ 2 mois, et c'est quelque chose auquel je pense encore de temps en temps. Il y avait moi, Kat, Nick et Megan, l'équipe habituelle pour les aventures du week-end. Nous cherchions quelque chose à faire un samedi soir, et Nick a mentionné ce réservoir près de la maison de Megan, où nous étions allés plusieurs fois auparavant. C'est un peu un endroit classique pour notre groupe d'amis. Nick et moi savions qu'il était empoisonné de black bass, donc nous étions impatients d'aller pêcher un peu, vu que nous sommes tous les deux assez obsédés par cette activité. Kat et Megan étaient juste excités à l'idée de boire un peu au bord de l'eau, et peut-être d'aller piquer une tête si elles se sentaient assez aventureuses. La maison de Megan est vraiment au fin fond de la campagne, et le réservoir est à peut-être 10 minutes en voiture, suivi d'une courte marche à travers des bois derrière son quartier. C'est techniquement une propriété du comté, ce qui est évident vu les nombreux panneaux « Interdiction d'entrée ». No trespassing, postés tous les quelques mètres le long du grillage qui l'entoure. Mais Megan avait fait un trou dans le grillage il y a une éternité. On en riait à chaque fois qu'on y allait, blaguant sur le fait qu'on avait trouvé ce coin caché parfait que personne d'autre ne connaissait. Le réservoir lui-même est assez petit. Il est entouré de bois épais sur 3 côtés et d'une petite route d'accès sur le 4e. L'eau est cristalline et il y a cette petite zone sablonneuse où nous nous installons habituellement. On l'appelle la plage à cause du sable et du fait qu'il y a des rochers plats parfaits pour se prélasser. C'est vraiment un coin sympa et comme c'est si isolé, on peut mettre la musique à fond et faire les fous sans s'inquiéter de déranger qui que ce soit. Le soleil était déjà en train de se coucher au moment où nous avons passé le grillage. Nick et moi avons immédiatement commencé à installer notre matériel de pêche, même si nous savions tous les deux que nous n'allions probablement pas beaucoup pêcher. Les filles ont étalé une couverture et se sont mises directement à boire. C'était une bonne ambiance, surtout que je pinçais un peu pour Megan et Nick pour Kat. Alors que les filles débattaient d'aller faire un petit plongeon, Kat a montré quelque chose que personne n'avait remarqué avant. Elle plissait les yeux vers la rive, demandant si nous voyions ce canoë là-bas. Nous avons tous regardé dans la direction qu'elle pointait. Et bien sûr, un peu plus loin sur la rive se trouvait un canoë coincé dans des roseaux près du bord de l'eau. Il était positionné bizarrement, comme s'il avait juste dérivé là sans être correctement attaché. Ce qui était étrange, c'est que nous étions allés à ce réservoir des douzaines de fois juste l'année dernière, et aucun de nous n'y avait jamais vu de canoë. Nick et moi sommes tous les deux assez curieux de nature, et le canoë était assez proche pour qu'on se dise qu'on pouvait aussi bien aller voir. Les filles semblaient en plus intéressées par leur musique et leur boisson, alors elles nous ont fait signe de la main quand on a dit qu'on allait enquêter. La marche le long de la rive a pris peut-être 3 minutes. En approchant du canoë, j'ai réalisé que quelque chose clochait.
Ce n'était pas juste un canoë vide. On aurait dit que quelqu'un l'avait utilisé récemment et était juste parti. Genre, il y avait une canne à pêche avec sa ligne qui pendait encore dans l'eau, à côté d'une boîte à pêche ouverte comme si quelqu'un avait fouillé dedans. Ce n'était pas la seule chose. Il y avait un sandwich à moitié mangé emballé dans du plastique posé sur le siège. Mais la chose de loin la plus étrange était le téléphone. Il était posé là, sur le siège principal, verrouillé, mais avec la lampe de poche allumée. Je l'ai montré à Nick, demandant « Qui laisse juste son téléphone derrière lui comme ça ?» Nick a haussé les épaules, mais je voyais bien qu'il pensait la même chose que moi. Tout le reste, le matériel de pêche, même le sandwich, pouvait s'expliquer facilement. Peut-être que quelqu'un nous avait entendu arriver, savait qu'il était en infraction, trespassing, et s'était carapaté avant de se faire prendre. Mais laisser derrière soi un téléphone portable en parfait état, ce n'est pas quelque chose qu'une personne rationnelle fait, peu importe à quel point elle a peur. J'ai regardé Nick puis de nouveau le canoë, assimilant tout d'un coup. Je sais que ça n'a pas l'air super flippant, mais sur le moment, c'était l'une des choses les plus flippantes que j'ai jamais vues. Si vous aviez été là, vous auriez ressenti la même chose. Il y avait encore assez de lumière pour qu'on puisse voir à qui appartenait le canoë, s'il était quelque part à proximité. Nous avons regardé dans la zone immédiate, mais il n'y avait personne. Nick a dit que c'était bizarre, et j'étais complètement d'accord. Nous sommes retournés tous les deux vers les filles, et leur avons dit ce qu'on avait trouvé. Plus je décrivais le contenu du canoë, plus je me sentais mal à l'aise. Je me souviens avoir regardé à nouveau vers lui, sentant ce sentiment de mauvais augure monter alors que je le regardais dériver doucement d'avant en arrière dans l'eau. Nous en avons discuté tous les quatre pendant quelques minutes, émettant des théories, mais aucune de nos explications n'avait vraiment de sens quand on prenait en compte le téléphone. Kat a dit qu'elle voulait partir d'ici, et honnêtement, j'étais d'accord. Toute la situation me donnait un mauvais pressentiment. Nous avons commencé à remballer nos affaires quand Megan a eu un hoquet de surprise et a pointé de l'autre côté du réservoir. J'ai suivi son regard et j'ai littéralement dû m'y reprendre à 2 fois. De l'autre côté de l'eau, il y avait une personne debout dans le réservoir, de l'eau jusqu'aux genoux. Même si le soleil venait de se coucher, je pouvais la voir clairement. Elle avait quelque chose de long dans les mains qui aurait pu être une canne à pêche ou peut-être un bâton. Mais ce qui m'a vraiment fait flipper, c'est le fait qu'elle se tenait là, parfaitement immobile, tournée dans notre direction. J'ai soudain compris qu'elle nous regardait, et elle le faisait probablement depuis un moment. Tout d'un coup, le malaise d'avoir vu ce canoë abandonné s'est transformé en pure peur. Aucun de nous ne l'a dit à voix haute, mais je voyais bien que nous pensions tous la même chose. Nous devions partir d'ici immédiatement. Nous avons attrapé nos affaires et avons commencé à retourner vers le grillage. Nous ne courions pas vraiment, mais nous avancions vite. Et puis la chose que j'avais redoutée est arrivée. Ce type a commencé à hurler après nous, criant que nous ne devrions pas être là et de dégager. C'est exactement ce que nous étions en train de faire, mais il n'avait pas l'air de s'en soucier. Il était agressif, et la façon dont il continuait à crier et à jurer le faisait passer pour un fou. Je ne pensais pas que ça pouvait être bien pire que ça, mais je me suis retourné juste à temps pour le voir lâcher ce qu'il tenait et commencer à avancer dans l'eau plus profonde. Il m'a fallu 2 secondes pour réaliser ce qui se passait. Il traversait le réservoir à la nage. J'ai crié à mes amis de courir et nous avons détalé. Nous avons sprinté jusqu'au trou dans le grillage et nous sommes faufilés à travers aussi vite que possible. J'étais à l'arrière, et alors que je rampais à travers, j'entendais des éclaboussures venant de la direction de l'eau. J'ai réussi à passer, et nous avons foncé tous les 4 jusqu'à la voiture, et sommes partis de là aussi vite que possible. Pendant les 20 minutes suivantes, nous sommes restés assis dans l'allée de Megan, à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Kat était vraiment secouée, et Nick essayait de la calmer, mais ça n'avait pas l'air de marcher. Elle était pratiquement en larmes, et je ne pouvais pas la blâmer. J'étais encore assez flippé moi-même. Aucun de nous ne savait quoi penser. Je me demandais si cette personne qui nous criait dessus était le propriétaire du canoë, et si oui, pourquoi son canoë était-il de l'autre côté du réservoir? Et pourquoi était-il dans le réservoir en premier lieu? Ou, et c'est celle qui me tracassait vraiment,
Est-ce que cette personne avait fait quelque chose à celui à qui appartenait le canoë? Mais comme Megan l'a fait remarquer, ça n'avait pas beaucoup de sens étant donné qu'il nous avait pourchassés, attirant inutilement l'attention sur lui. Kat voulait appeler la police, mais qu'est-ce qu'on leur aurait dit? Qu'on était entré sans autorisation, trespassing, et qu'on avait trouvé un canoë abandonné. Que quelqu'un nous avait crié de sortir d'un endroit où nous n'étions pas censés être en premier lieu? Pas une option. Ça fait quelques mois depuis l'incident, et nous ne sommes pas retournés au réservoir depuis. Une partie de moi veut y retourner pour avoir des réponses, mais je n'ai pas réussi à convaincre les filles ou même Nick de venir avec moi. C'est probablement mieux ainsi. Mais je ne pense pas que j'oublierai de sitôt à quel point tout ça était flippant.